Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Le thème de ce colloque, c'est développement endogène et crise sociale. C'est ça, non? Non, plutôt politique de développement endogène, une réponse aux crises en Afrique. C'est ça, non? C'est comme ça que vous bavardez en classe? Monsieur le ministre, il faut discipliner. Alors, je voudrais dire que ce thème est à la fois profond et pertinent, tellement sa réalité est violente dans l'Afrique actuelle et surtout dans le Burkina Faso d'aujourd'hui. Les crises qui surviennent dans le continent africain sont pour la plupart le résultat de la non-adaptabilité des faits politiques aux réalités sociales et sociologiques. Je pense que le professeur Al-Kassoum Maïga, qui est là, qui est un éminent sociologue, ne me contredira pas. En Afrique, et principalement en Afrique francophone, ce qui se constate facilement, c'est la persistance de l'autocolonisation, qui est le fait que le colonisé trouve valorisant de ressembler au colonisateur, de sorte que ce dernier n'a aucun effort à faire pour imposer sa culture. En 1377, Ibn Khaldoun expliquait le phénomène de l'autocolonisation en ces termes. Il disait, je cite, « Les vaincus veulent toujours imiter le vainqueur dans ses traits distinctifs, dans son vêtement, sa profession et toutes ses conditions d'existence et de coutume. La raison en est que l'âme voit toujours la perfection dans l'individu qui occupe le rang supérieur et auquel elle est subordonnée. Elle le considère comme parfait, soit parce que le respect qu'elle éprouve pour lui fait impression, ou parce qu'elle suppose faussement que sa propre subordination n'est pas une suite habituelle de la défaite, mais résulte de la perfection du vainqueur. Si cette fausse supposition se fixe dans l'âme, elle devient une croyance ferme. L'âme alors adopte toutes les manières du vainqueur et s'assimile à lui. C'est ce que nous constatons dans nos sociétés. Si l'on considère que la victoire peut être militaire ou culturelle, le constat d'Ibn Khaldoun s'est toujours appliqué en tout temps et en tout lieu. Dans l'Antiquité, le peuple juif a toujours été divisé entre la fidélité à son Dieu et l'admiration et l'adoption des croyances et des civilisations des vainqueurs, que ce soit les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens ou les Romains. Alexandre le Grand a vaincu militairement la Perse, mais il a succombé sous le charme de la supériorité de la civilisation perse. De même en fut-il de Rome, qui vainquit la Grèce, mais succomba aussi sous le charme de sa civilisation. Un peuple vaincu, militairement ou culturellement, et qui accepte sa défaite, ne se perçoit qu'à travers le reflet
du vainqueur. Sa vie sociale, culturelle et économique s'organise en fonction des réalités du vainqueur. Les aspirations du vainqueur deviennent ses propres aspirations. Parfois même, le vaincu cherche à aller au-devant des aspirations du vainqueur pour mieux réussir son assimilation et recevoir les félicitations du vainqueur. De nos jours, ce phénomène se constate facilement dans les anciennes colonies, principalement les anciennes colonies françaises d'Afrique, où les alphabétisés et les lettrés vivent les pieds en Afrique et la tête en Occident. Plutôt que d'être continuellement tiraillés entre l'Afrique et l'Occident, mieux vaut aller directement vivre en Occident et être en harmonie avec soi-même, d'autant plus que cela confère un certain prestige. C'est ce qui explique la ruée de jeunes Africains aliénés par la culture occidentale vers l'Europe et l'Amérique du Nord, quitte à braver tous les obstacles. Dans un tel contexte, il est difficile de parler de développement endogène. Celui-ci exige des préalables qui sont la décolonisation des mentalités et une volonté politique assumée de gouverner différemment. Dans son discours-programme du 1er mai 1981, le président Séyes Herbo de la Haute-Volta déclarait, je cite, « C'est pourquoi, en tout premier lieu, s'impose la décolonisation de nos mentalités longtemps acquises à l'idée de la pauvreté presque irréversible de la Haute-Volta que d'aucuns se plaisent à accréditer. » Il y a dans cette déclaration une prise de conscience d'une certaine réalité. Cependant, tout porte à croire que Séyes Herbo voyaient les choses sous l'angle principalement économique. Il s'agissait de démentir l'idée qui prévalait alors que la Haute-Volta était un pays pauvre sans issue. Il semble que l'essentiel lui échappait. Le vrai problème sera diagnostiqué un peu plus tard par le président Thomas Sankara. Arrivé au pouvoir dans la nuit du 4 août 1983, dès le lendemain, il déclarait que sa principale préoccupation était de transformer les mentalités, de transformer la façon d'être et de penser des Burkinabés. Pour qu'un peuple dominé se mette à travailler pour lui-même, il doit d'abord prendre conscience du degré de son aliénation et se doter d'une volonté de déconstruire les différents schémas d'aliénation. Tâche d'autant plus difficile que l'aliénation aura parfois affecté tous les aspects de la vie en société jusqu'au moindre réflexe. Une fois que le diagnostic est posé, il faut prescrire le traitement et l'appliquer. C'est souvent à ce niveau que tout pêche. Un membre gangréné ne saurait se traiter avec des calmants. Il faut une chirurgie parfois radicale qui peut aller jusqu'à l'amputation du membre pour sauver la vie du patient. Je pense que s'il y a des médecins ici, ils ne me contrediront pas. Dans les années 1970, le président Mobutu avait décrété la politique de l'authenticité. Cela avait conduit au changement du nom du pays qui, de République démocratique du Congo, était devenu le Zaïre. S'ensuivit la zaïrisation qui voulait que les noms des villes prissent des noms autochtones. Léopoldville, la capitale, devint ainsi Kinshasa. Elisabethville et Stanleyville
changèrent aussi de nom pour devenir Lubumbashi et Kisangani. Les prénoms devaient aussi s'adapter à la nouvelle donne. Le président Joseph Désiré Mobutu devint ainsi Sese Seko Mobutu. Ce mouvement fut légèrement suivi au Togo, où le président Étienne Gnassingbé devint Eyadema Gnassingbé, et au Tchad, où le président François Tombalbaye devint Ngarda Tombalbaye, et la capitale Fort-Lamy devint N'Djamena. En dehors de ce saupoudrage, rien de substantiel ne fut entrepris pour une décolonisation des mentalités. L'impact de ce mouvement fut de faible portée dans la mentalité des citoyens. De nos jours, cette politique est pratiquement ignorée et les Congolais rivalisent plutôt d'ardeur dans l'appropriation des valeurs culturelles occidentales. Un Congolais qui n'a pas encore fait un séjour à Paris ou à Bruxelles se sent dévalorisé. Les Congolais rivalisent jusqu'au ridicule dans l'imitation du style vestimentaire occidental à travers la sapologie, qui est la manifestation de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. La politique d'authenticité prônée par Mobutu n'avait pas pris conscience de l'ampleur du problème. Peut-être n'était-ce qu'une diversion de Mobutu destinée à gagner du temps face à des difficultés internes. Il est vrai que les symboles peuvent avoir un rôle à jouer, mais la volonté de décolonisation doit aller plus loin que les faits superficiels et s'attaquer aux racines même de l'aliénation des mentalités. Il s'agit de déconstruire les fondements économiques et culturels de la domination étrangère. C'est donc un processus méthodique, patient, permanent, de long terme, qui doit aboutir au changement de comportement et de pensée des citoyens. Cela nécessite une meilleure compréhension des termes développement et développement endogène. En parlant de société humaine, c'est avec beaucoup de réserve que le terme développement doit être employé. Développement, c'est mieux à des créatures inanimées qu'à des êtres animés, surtout quand il s'agit de l'être humain. On peut dire qu'une plante, une usine, une agglomération se développe. Peut-on dire autant d'une personne? Les sentiments, les perceptions, les analyses, les possibilités de choix sont plus importants pour les personnes humaines que l'accumulation ou l'accroissement des biens matériels. On voit des personnes quitter des pays dits développés et aller s'établir dans des pays dits pauvres et y trouver leur bonheur. De même, les candidats à l'émigration vers les pays dits développés ne sont pas toujours les plus pauvres. Car pour ce faire, il faut réunir une certaine somme qui aurait pu être utilement investie dans les lieux de départ. Des plus pauvres qu'eux ont choisi de rester sur place pour se battre et s'en sortent. C'est donc plutôt la perception que l'on a de soi-même et de la vie qui prime. Le terme développement est donc impropre. Il conviendrait de trouver un terme mieux adapté comme émancipation, épanouissement, progrès ou fierté. C'est donc par défaut et pour se conformer à l'usage que le terme développement est employé dans ce contexte. Le développement endogène ou autocentré n'est pas assimilable à la croissance
économique. Comme le fait bien remarquer Joseph Kizerbo, et je cite, « À quoi servirait la croissance dans la dépendance? À quoi sert de grossir si l'on grossit comme esclave? Et si par là, on progresse dans la servitude ?» Le président Cézerbo semblait avoir cerné la notion. Dans son discours programme du 1er mai 1981, il déclarait, je cite, « À notre sens, le concept de développement doit être entendu comme la volonté farouche d'un peuple à maîtriser son destin par le travail, l'acquisition de connaissances et de savoir-faire pour aboutir à l'épanouissement total de la personne et de la collectivité. » Dans le développement endogène, il s'agit en réalité de s'organiser pour inventer de nouveaux modes de vie situés entre une modernisation dont on souffre, mais qui procure néanmoins quelques avantages, et une tradition dont il est possible de s'inspirer tout en sachant qu'il est impossible de la faire revivre. Pour réaliser un tel projet, il y a un préalable qui est la nécessité de procéder à la rupture avec le système économique et culturel existant, marqué par l'extraversion économique et culturelle. Le développement endogène est incompatible avec une économie extravertie dont les impératifs sont dictés de l'extérieur et qui fonctionne pour répondre à des intérêts étrangers en faisant fi de l'harmonie sociale. Une fois la rupture décidée et assumée, il convient d'en examiner la méthode et le processus de la mise en œuvre. Une rupture brutale et incomprise par la population peut remettre en cause tout le processus, car le développement endogène doit nécessairement être accompagné par la population sur qui repose l'initiative et la réalisation de la plupart des projets à impact social direct. La population doit être préparée à la rupture et doit la souhaiter dans sa majorité, en dépit de l'opposition inévitable des classes privilégiées qui profitent de la dépendance économique et culturelle à l'égard de l'étranger. La rupture devra donc se faire progressivement en fonction de la situation économique réelle de chaque pays. Dans le cas du Burkina Faso, après la brève expérience de la révolution démocratique et populaire de 1983 à 1987, sous le leadership du président Thomas Sankara, les nouvelles autorités se sont engagées dans la voie du développement endogène. Elles ont en vue tous les segments de l'économie. Dans le domaine agricole, il s'agit d'encourager la production et la consommation des produits locaux. À cet effet, du matériel agricole a été acquis en grand nombre pour limiter l'importation du riz. Les moyens sont mis en œuvre pour en accroître la production, notamment par la sécurisation des sites de production malgré le terrorisme et la mise à disposition des terres et de semences adaptées. La filière, quand je parle de semences adaptées, le ministre de l'Enseignement supérieur est là. Il pourra disserter longuement avec vous sur ce plan. La filière anacarde a été restructurée et dynamisée. Des essais sont en cours pour la production locale de blé, de café et de cacao, ce qui à terme limitera l'importation de ces produits et de leurs dérivés. Dans le domaine artisanal, des dispositions ont été prises pour encourager le port du Faso d'Anfani, qui est un tissu produit localement, de manière artisanale, à partir du coton local. Et je saisis cette opportunité pour vous dire que le costume que je porte est fait du coton burkinabé, tissé par des Burkinabés et cousu par des Burkinabés.
C'est d'ailleurs ce que le président Thomas Sankara disait lors de son discours à Addis Abeba en 1987, dont a fait référence le parrain Fidel Toé. Et vous aurez remarqué que dans cette salle, la plupart des autorités sont habillées en faso d'Anfani. À terme, cela conduira à la limitation de l'importation des tissus. Les locaux administratifs sont prévus pour être maintenant équipés par les artisans en lieu et place du mobilier qui était importé. Et je saisis cette occasion pour vous dire que l'État a acquis de nouveaux bâtiments administratifs qui ne sont pas actuellement occupés parce qu'au lieu d'aller acheter directement des meubles sur la place du marché, nous avons demandé à ce que nos artisans meublent ces locaux. Dans le domaine de la culture, nous avons entrepris un travail gigantesque qui consiste à recenser tous les noms de famille au Burkina Faso, à les retranscrire correctement et à en expliquer le sens. Nous procéderons ensuite au recensement de tous les noms de villes et villages de Burkina Faso et à en rétablir les sens. Ensuite, si le temps et les moyens le permettent, nous procéderons de la même façon pour les prénoms traditionnels. Dans le domaine commercial, la suspension de l'exportation des céréales vise à en assurer la consommation locale au meilleur prix. Au besoin, à en assurer la transformation. Des centrales d'achat sont prévues pour contribuer à l'écoulement des produits agricoles locaux à travers tout le territoire au meilleur prix. Des opérations de sensibilisation au consommé local ont déjà été menées et d'autres sont en cours. Ceux qui sont anciens ici se rappelleront des Sovolcom et des Fasoyards. C'est ce que nous voulons ressusciter à travers tous les territoires pour procéder à l'écoulement de nos produits locaux à des prix accessibles et abordables. Dans le domaine industriel, l'État a procédé à la nationalisation de la société sucrière de la Comoé, Sosuco, qui souffrait de manque d'investissement, de mauvaise gestion et d'insuffisance de production. La brasserie du Faso, qui a comme Silga, qui a toujours peiné à démarrer, a été reprise par l'État pour lui insuffler le dynamisme nécessaire. 11 milliards de francs ont été mobilisés à cet effet. Les brasseries seront encouragées à l'utilisation accrue de matières premières locales. Des usines textiles sont en construction pour contribuer à résorber la production nationale de coton. Des usines de transformation de la tomate sont en construction et seront bientôt fonctionnelles. Au niveau des mines, une usine de traitement des résidus miniers a été mise en place et une raffinerie d'or est en construction. L'activité économique est sous-tendue par le système financier. C'est pourquoi dans ce secteur, l'État a procédé à la redynamisation de la Banque agricole du Faso et à l'opérationnalisation de la Banque du Trésor et de la Banque postale. Ce, dans le but de se donner des leviers indispensables au soutien de la politique économique. Et je pense que bientôt le chef de l'État va procéder à l'inauguration de la Banque du Trésor au Burkina Faso. Dans le domaine de l'environnement,
une politique hardie de reboisement est en cours avec pour objectif un Burkina vert. Il s'agit de reverdir les villes et les grands axes du pays. Chaque citoyen est appelé à donner sa contribution pour la réalisation de ce projet gigantesque. Vous aurez remarqué, les plus anciens, qui vivaient à l'époque où les voies interurbaines n'étaient pas bitumées, ont remarqué que toutes ces voies étaient parsemées d'arbres, de grands arbres ombrageux. Malheureusement, pour bitumer les routes, on les a déracinés sans replanter. De telle sorte que quand vous prenez les routes, c'est le soleil seulement et la sécheresse. Si vous tombez en panne, il n'y a pas d'ombre à côté où vous pourrez vous abriter en attendant le dépanneur. C'est une triste réalité. Donc nous allons essayer de remédier à cela au fur et à mesure. Pour soutenir les activités économiques, le système d'enseignement connaît une certaine refonte. L'initiation au métier est progressivement introduite au primaire et l'enseignement des métiers au secondaire et au supérieur. Pour cela, nous avons recensé un certain nombre de métiers qui seront introduits dans le système d'enseignement au fur et à mesure. Votre ministre ici en est mieux averti et pourra discuter longuement avec vous sur ce plan-là. Et nous pensons que si tout marche bien, dès la rentrée prochaine, nous pourrons procéder, n'est-ce pas, à cette expérimentation. L'apprenant, en plus des connaissances théoriques, devra aussi apprendre à faire usage de ses mains en fonction de son environnement, ce qui contribuera à faciliter son insertion professionnelle, quelle que soit l'issue de son cursus scolaire. L'association pour la promotion de l'économie communautaire a été mise en place pour inciter les citoyens à s'investir pour la promotion économique du pays et recueillir les diverses contributions. Les fonds ainsi récoltés sont orientés dans la création d'entreprises et d'usines, contribuant ainsi à la transformation des produits locaux et à la création d'emplois. Chaque contributeur se sent ainsi concerné par les projets économiques de l'APEC. Un développement sans sécurité peut être facilement remis en cause par des facteurs internes ou externes. Le Burkina Faso l'a expérimenté avec d'abord, à partir du début des années 2000, les bandits de grands chemins, couramment appelés coupeurs de route, qui braquaient en rase campagne les véhicules de transport collectif et même des véhicules particuliers. Et maintenant, avec le terrorisme qui sévit dans le pays depuis 2015. En plus des corps militaires et paramilitaires constitués, la participation citoyenne à la sécurisation du territoire se fait à travers le corps des volontaires pour la défense de la patrie et les structures traditionnelles de défense et de protection comme les Korweo et les Dozo. Un fonds de soutien patriotique a été mis en place pour recueillir les contributions des citoyens au renforcement de la sécurisation du territoire. Chaque citoyen est ainsi interpellé et se sent concerné par les problèmes de sécurité. Pour impliquer l'ensemble de la population à la gestion des affaires du pays, une loi a été votée portant institution des comités de veille et de développement COVED. Le COVED est une organisation civile apolitique, sui generis, chargée de la promotion de l'action citoyenne. Il est appelé à s'implanter dans chaque secteur et chaque village du territoire national. Il aura en charge la participation à la gestion du secteur ou du village dans tous les aspects de la localité. Le développement endogène doit prendre en compte tous les aspects de la vie de la nation, avec la participation réelle des citoyens qui font de leur affaire la gestion du pays. Le développement endogène, c'est l'émancipation de l'homme et de tout l'homme. Il s'agit de homme avec un grand H, homo hominis en latin, qui veut dire la personne, l'être humain, et non viris, qui veut dire l'homme. L'homme dans ses besoins physiques
et matériels et dans ses besoins psychiques, moraux et spirituels. Dans le développement endogène, l'homme est pris en compte dans son entièreté en tant qu'individu et élément de la société à la fois. Les crises surviennent à la suite des dysfonctionnements entre la perception que les citoyens ont de la façon dont ils sont gouvernés et l'insatisfaction qu'ils éprouvent quant à la prise en compte de leurs aspirations. Sans un tel dysfonctionnement, la source des crises s'assèche. Le développement endogène entraînant la participation de chacun à la gestion de la communauté et de la société, les contestations individuelles ou collectives deviennent illégitimes. D'où la résorption des crises sociales et la stabilité politique et sociale. Exemple peut être pris des sociétés traditionnelles africaines dans lesquelles le chef ou le roi était rarement contesté. Elles ont connu ainsi des siècles de stabilité intérieure. Je crois que le Naba qui est ici ne conteste pas ce que j'ai dit. Le développement endogène tend à la marginalisation du capitalisme individuel et sauvage au profit d'une organisation sociale de la production, de la distribution et de la consommation. Il tend à favoriser les coopératives, la propriété collective et communautaire et le capitalisme populaire. Remettant en cause le modèle économique dominant actuel, fondé sur l'ultralibéralisme et le capitalisme sauvage, toute tentative d'entreprendre une politique de développement endogène sera combattue par tous ceux qui tirent profit du système économique dominant actuel. C'est pourquoi, dès le départ, il faudra veiller à la mise en place d'une politique de résistance contre les infiltrations, les sabotages de tous ordres et les tentatives de déstabilisation politique et économique. Pour n'avoir pas pris suffisamment en compte cet aspect, de nombreuses tentatives ont été fourvoyées ou trahies, ce qui instaure le doute et le scepticisme dans l'esprit des partisans du développement endogène quant à sa pertinence et marque des victoires d'étape de l'ultralibéralisme. Le développement endogène, qui incorpore les citoyens dans leurs préoccupations, ingère les crises sociales qui peuvent être absorbées avant même leur manifestation. Il se présente donc comme la seule perspective pour résoudre les crises multiformes qui secouent actuellement les sociétés africaines. Dans la mesure où les citoyens, à travers leurs organisations, sont associés à la gestion des pouvoirs économiques et politiques, les trop grandes disparités de rémunération ne peuvent se justifier. D'où une harmonisation sociale pour une paix générale. Je vous remercie.